Merci. Je vais commencer d'emblée par vous signaler qu'il y a une coquille. Il faut enlever le nœud de je ne préférerais pas pour mettre je préférerais pas. On va voir pourquoi il faut enlever ce nœud. Bon. Alors, il y a une première image qui vous est présentée. C'est le texte d'un adolescent qui dernièrement m'a envoyé, il m'a remis un texte qu'il avait écrit chez lui. Et je crois que l'image ne peut pas loger en entier, donc il faut la faire en 2 fois, je crois. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire ce qu'il a écrit. Voilà. Bon, je vais commencer mon argument. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à ces assises et du coup, de m'avoir mise au travail pour essayer de penser, de théoriser et de transmettre un peu de ce qu'il en est de ma pratique de psychologue clinicienne au sein de l'institution dans laquelle je travaille, entre autres, qui est le Conseil départemental de la Haute-Garonne. Pour planter le décor, je rappelle que le CD31 est une collectivité territoriale gérée par des hommes, femmes, politiques, élus, qui créent et organisent en conformité avec les textes de loi et leurs décrets les services publics départementaux. On parle de compétences départementales qui leur sont attribuées par l'État, la fameuse décentralisation. Et elles sont nombreuses. Pour n'en citer que quelques-unes, j'évoquerai l'aide sociale avec la PMI, la protection maternelle infantile, la protection de l'enfance, dont l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et la prévention spécialisée, l'insertion des personnes en difficulté, le RSA, l'aide aux personnes handicapées et âgées, la prévention sanitaire, la voirie, gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, les transports scolaires, l'éducation, gestion matérielle des collèges, la culture, archives départementales, bibliothèque départementale de près, patrimoine architectural et muséal, le développement local, aide aux associations et aux communes, etc. Vous l'avez compris, ces élus ont donc des obligations, mais aussi une latitude dans la mise en place de leurs compétences ou de ces compétences départementales. Leurs directives sont confiées à des administrateurs pour la mise en œuvre. En ce qui concerne ma fonction, elle est régie par le décret des psychologues territoriaux de 1992. Vous avez accès sur Internet à ce décret, si ça vous intéresse. Globalement, il nous est demandé de travailler en collaboration, voire en commun, avec les professionnels médico-sociaux de la PMI, de l'aide sociale et de l'ASE, qui sont implantés dans des MDS, Maisons des Solidarités. Il y en a une trentaine en Haute-Garonne. Les missions des psychologues territoriaux sont le plus souvent circonscrites autour du soutien à la parentalité, mais surtout de l'évaluation des risques de danger pour les enfants et adolescents et de l'orientation, entre autres, vers le sanitaire. Il nous est donc demandé un travail en partenariat avec les professionnels du scolaire, des CMP, des CMPP, des hôpitaux de jour, des ITEP, des IME, etc. L'idée sous-jacente est que les psychologues, avec d'autres professionnels bien sûr, soient des experts efficaces et rapides, le plus de dépistage d'enfants en danger ou en risque, le plus de propositions adaptées possibles pour eux et leurs familles, et d'orientation si nécessaire. Ce dans l'intérêt des enfants, bien sûr, mais aussi pour couvrir à 100% la mission de protection de l'enfance et éviter tout procès ou une dans les médias. La pression est considérable, surtout quand on connaît les moyens mis à disposition. En ce qui me concerne, je travaille au sein d'une de ces MDS depuis plus de 20 ans. Qu'en est-il aujourd'hui de ma place et de ma clinique ? Il est un fait que le monde, en particulier celui des familles, bouge, que les décisions politiques se modifient et que cela a un impact sur les institutions publiques et privées. Mon travail de partenariat s'est complexifié. Actuellement, il s'avère très difficile de faire des orientations vers le sanitaire, tant les listes d'attente se sont allongées et les conditions d'inscription se sont modifiées. Il est à noter également que les familles, enfants et adolescents que je reçois ne sont pas tout à fait les mêmes qu'il y a une quinzaine d'années, traduisant sans doute un nouveau malaise contemporain.
Des changements se sont opérés peu à peu dans ma clinique. Actuellement, je suis de plus en plus interpellée par des assistantes sociales de collèges, de lycées, par mes collègues de NDS, assistante sociale ou référent ASE, par les familles elles-mêmes qui sont en demande de soutien concernant des adolescents présentant une symptomatologie large. Ces professionnels témoignent de leur isolement et de leur difficulté à aider ces jeunes, et ce pour plusieurs raisons. Ces adolescents-là ne sont pas, pour la plupart, en demande et disent ne pas souffrir. Leur non-adhésion met en échec toute orientation. Il n'y a de place nulle part pour une orientation vers le soin ou le médico-social, du fait de nouvelles logiques des politiques publiques, sinon pour une inscription sur une longue liste d'attente. Les symptômes de ces adolescents n'entrent souvent plus dans les critères des dispositifs de soins, dont on sait qu'ils sont toujours plus spécifiques et sélectionnant certains symptômes par rapport à d'autres, et donc discriminants. Face à la réalité des structures de soins et d'accueil des jeunes, face à cette impossible de rencontre avec ces adolescents en individuel, puisqu'ils ne se sentent pas concernés, j'ai eu l'idée, et ce n'était pas une commande institutionnelle, d'inventer quelque chose qui les réunisse. Le pari d'une clinique atypique. C'est, je crois, à ce titre que j'interviens aujourd'hui à ces assises, pour témoigner d'une clinique bien évidemment non reproductible en l'état, mais qui ouvre des champs sur les possibles au sein de nos pratiques face au malaise contemporain, politique et sociétal. J'ai proposé que soit dit à ces adolescents par les professionnels qui sont en contact avec eux ou par leurs parents qu'une fois par mois, le premier mercredi du mois, après-midi, un groupe d'ados se réunissait, avec aucune précision sur le contenu, mais plutôt en laissant du vide et en précisant qu'on pouvait venir voir juste 5 minutes, repartir, et qu'aucune inscription n'était nécessaire. Je précise que ces professionnels et ces parents sont précieux dans l'impulsion qu'ils transmettent aux adolescents pour qu'ils viennent au moins une fois. Ce projet de groupe ado, bien que flou et inhabituel, a été validé par ma hiérarchie et a pu démarrer en septembre 2015. Il est reconduit chaque année et l'institution l'a inscrit dans un de ses dispositifs nommé Action Co, pour action collective. Alors, de quoi s'agit-il? C'est dans un premier temps par la négative que je peux le mieux en parler. On va lancer un petit diaporama. Alors, ce diaporama, il y a vous verrez des photographies d'adolescents. Ils ont donné leur accord. Vous ne verrez évidemment pas ceux qui n'ont pas donné leur accord. Bien. Je ne sais pas si ça va, si on peut le lancer. Voilà. Alors, par la négative, je vais définir ce groupe. Ce n'est ni un groupe de parole classique avec des thématiques, ni de leur thérapie, ni un atelier artistique, ni un groupe de parole à visée thérapeutique, même si des effets thérapeutiques sont constatés dans l'après-coup. Et poser d'emblée qu'il n'y a pas de contrainte horaire, d'obligation de s'inscrire et de venir, pas d'ordre du jour, pas d'obligation de s'asseoir et de parler ou de faire quelque chose. L'utilisation des smartphones est autorisée. Les jeunes sont invités à se présenter par leur prénom et leur âge, mais ce n'est pas une obligation. 2 seules règles sont rappelées à chaque séance. Ce qui se dit et se passe dans ce lieu y reste, sauf si on en décide autrement. C'est la diffusion des photos que vous verrez. 2e règle, essayons dans ce lieu de se respecter et de vivre ensemble. Que dire justement de ce lieu? D'abord, il est un lieu physique. Toujours la même grande salle avec des tables que l'on peut bouger, des chaises qui roulent, des goûters et des boissons à disposition dès 13h30. Un ordinateur portable avec 2 écrans en accès libre avec de nombreuses applications. Des enceintes pour écouter la musique que l'on veut.
Différents matériaux artistiques, des jeux de société, des pulls sont aussi à disposition. C'est aussi un lieu d'accueil inconditionnel, car ces jeunes qui viennent à la MDS sont accueillis à l'entrée par des professionnels dits d'accueil, qui sont informés des dates de la tenue de ces groupes ados. Et ils leur réservent un accueil, disons, adapté. Quel que soit le comportement, l'attitude, le langage, l'apparence du jeune, ils sont accueillis. Il est accueilli. Il peut être conduit jusqu'à la salle ou simplement orienté si le jeune refuse d'être accompagné. C'est un espace-temps, rythmé toujours le même depuis 8 ans. Premier mercredi après-midi à partir de 13h30 jusqu'à 16h30 environ. De septembre à juillet, 11 séances. On arrive quand on veut et on peut partir également quand on veut. Qui fait-on? Que fait-on? Qui fait-on? Que s'y passe-t-il? Parfois en apparence, rien ou pas grand-chose. Parfois quelques échanges, des regards. Parfois ça dérape entre eux, mais je ne me précipite pas pour intervenir, laissant le temps aux autres du groupe de réagir, de gérer le conflit ou de me solliciter pour que ces actes puissent être parlés, symbolisés, juste dans l'après-coup. Au fil du temps, du fait certainement de ce toujours le même, ritualisé, sécurisant, mais pas rigide ou contraignant, et du fait d'un transfert qui opère peu à peu, des liens se tissent, des échanges et des conversations ont lieu. Des créations artistiques naissent. Nous avons pu faire en 2018 un film ensemble de plus d'1 heure, une expo photo qui s'appelait « Dans le métro, on est beau », une expo d'œuvres en fil de fer, des graphes, des dessins, des graffitis muraux, des textes, etc. Ce qui semble opérer, c'est le lieu et le lien. Qui sont ces adolescents qui viennent au groupe ado, âgés de 11 à 17 ans, voire plus, jusqu'à 18. Des filles et des garçons avec une diversité dans leur présentation, dans leurs symptômes. L'agité, l'inhibé, le mutique, l'addict aux écrans, mais aussi aux produits illicites, le prédélinquant, le dépressif, l'agressif envers les autres ou lui-même, celle qui marque son corps de toutes sortes de tatouages ou scarifications, le déscolarisé ou pas, le HPI ou le déficient. Ils sont tous accueillis indifféremment. Dernièrement, j'ai pu constater des profils un peu différents chez les jeunes accueillis par rapport à ceux qui sont venus les 3 premières années. Ils sont beaucoup plus calmes, plus distants, et ce qui semble les caractériser, c'est ce qu'énonce Jean-Pierre Lebrun dans son dernier livre avec le « je préférerais pas ». Tels des Bartleby, ils ne sont pas franchement opposants, pas non plus dans l'adhésion. Ils n'apparaissent pas en lien avec les petits autres, leurs pères ou les adultes. Ils montrent plutôt une sorte de toute-puissance individualiste, posée comme une évidence et une tranquillité qui peut déconcerter ou dérouter. Quelle est la visée de tel groupe d'ados? L'évaluation d'une urgence comme le risque suicidaire, tisser un lien transférentiel, mettre ou remettre de l'antériorité dans le lien entre l'adolescent et l'adulte, permettre à l'adolescent de reprendre confiance en l'adulte, la diminution de l'individualité, la remise dans le lien à l'autre, aux autres, l'émergence du désir, l'orientation et l'acceptation du soin en individuel ou en groupe si nécessaire, une aide dans leur traversée des 2 tunnels de l'adolescence décrits si bien par Vilma Cocose. Repérer, accueillir et s'appuyer sur leurs trouvailles à eux pour tenir comme par lettres. Quelle place occuper en tant que psychologue? Depuis plus de 20 ans, les adolescents m'enseignent et ma clinique auprès d'eux évolue. Mais mon expérience n'est pas sans appui théorique et en ce qui concerne mon travail auprès des jeunes,
je me nourris des expériences institutionnelles innovantes, comme celle du Courtil en Belgique, et des enseignements de nombreux psychanalystes qui ont partagé leur expérience clinique auprès d'enfants et d'adolescents, comme Hélène Bonneau, Marilène Brousse, Vilma Cocose, Jean-Noël Donard, Laurent Dupont, Florian Houssier, Philippe Lacadet, Jean-Pierre Lebrun, Clotilde Guil, Jean-Claude Maleval, Laure Naveau, Ariane Auger, Daniel Roy, Marie-Jean Sauré, ici présent, Louise Chiara et son équipe, Marie-Christine Segal, Alfredo Zenoni et Eric Zuliani, pour n'en citer que quelques-uns qui font référence pour moi dans mon travail. Précédemment, je vous parlais d'un pari, d'une clinique atypique. Dans le travail que je mène avec le groupe ado dont je vous parle aujourd'hui, j'essaie de me placer comme un adulte qui n'occupe pas la place de maître et ou de sachant, qui n'est pas dans une position éducative ou maternante ou médicale, qui ne tente pas de faire taire leurs troubles, qui n'intruse pas par des questions ou des injonctions ou des suggestions, qui tente à faire conversation avec eux, mais qui peut encaisser leur silence, qui désire un peu pour eux, mais pas trop, surtout quand on pense à la clinique spécifique auprès des psychotiques et des adolescents pré-psychotiques. Pour poursuivre mon propos et qui cherche à serrer au plus près la place que j'occupe, j'ajouterai être un adulte qui ne va pas dire qui ils sont, pointer et nommer leurs symptômes, qui n'a pas d'idée déterminée et déterministe sur ce qu'ils vont devenir, un adulte simplement avec eux, mais qui ne se positionne pas comme leur égal, qui n'adopte pas leur langage, mais qui peut s'intéresser à leurs mots, à leurs jeux vidéo, à leurs vidéos qu'ils regardent sur YouTube, TikTok. Un adulte qui les prend au sérieux, mais pas au pied de la lettre. Quand par exemple il me lance ou il lance des provocations langagières. Un adulte qui accueille leur vérité, leur façon de voir le monde qui souvent leur apparaît insécurisant. Un adulte qui essaie d'introduire un écart dans les discours dans lesquels ils sont pris et une voie possible pour eux. Un adulte incarné qui aimait du sien, de son corps aussi. Je me mets le plus souvent à faire des choses comme du dessin, du modelage, ou autre, ou rien, mais pas en position de modèle, mais plutôt comme le serait, par exemple, un artiste débutant dans un atelier avec d'autres artistes débutants. Avec Jean-Pierre Lebrun, on pourrait parler d'un adulte qui, en se plaçant à un point d'exception, pas exceptionnel, point d'exception, incarne l'altérité, l'antériorité et l'autorité. Mais une autorité autre que celle d'un maître ou d'un dictateur, une autorité moins verticale, plus horizontale finalement. Une clinique pas sans éthique politique. Une clinique qui ne fige pas l'adolescent dans un diagnostic identitaire. Une clinique tolérante aux symptômes, où pourra se déployer le sujet dans un écart entre ce qu'il montre, ce qu'il dit et ce qu'il veut dire, une clinique qui laisse la voie vers l'inconscient. Quelle conclusion est faite ? Ce groupe ado semble leur offrir un temps de respiration qui diffère de leur univers scolaire, familial et autres. Un lieu d'adresse où un adulte est présent, toujours le même, et un temps préliminaire. Souvent, il m'arrive de demander pourquoi il, elle, vient. Il, elle, semble si peu participer, être si absent ou à côté. Et pourtant, je note la régularité de leur fréquentation, leur arrivée dès 13h30 et leur difficulté à partir. De nombreux anciens du groupe sont restés en lien avec moi et témoignent des années après de l'importance qu'a eu ce groupe ado dans leur vie. Il semble traduire que cela ait fait trace pour eux. Qu'observe-t-on ? Que si on accueille, qu'on s'efface un peu, qu'on ne leur demande pas grand-chose, qu'on tient bon dans le temps,
qu'on encaisse les silences et d'entendre parfois le pire, ces adolescents se saisissent de ce groupe pour parler de ce qui les traverse, des questions essentielles auxquelles ils sont confrontés tous les jours et tout le temps. C'est le propos du film qui s'appelle Paroles d'ado, que nous avons pu créer en 2018. L'idée est de sortir du discours dominant qui est le tout éducatif ou le tout neuro, dans lequel les symptômes doivent être tus ou supprimés. J'ai ainsi pu observer à travers les quelques années d'expérience de ce groupe l'émergence d'une parole, d'un questionnement sur leur être sujet, l'émergence du lien possible à l'autre, même si pour l'adolescent psychotique il est singulier, que d'en passer par l'escabeau dont parle Lacan, l'adolescent peut faire émerger son désir, grâce entre autres aux créations artistiques diverses réalisées. Qu'en se délogeant de ce lien qu'il entretient avec la jouissance, qui parce que toute, elle vient éclipser le désir comme auteur, alors l'adolescent est relancé comme sujet divisé, manquant. Nombreux adolescents accueillis reprennent une scolarisation avec ou sans PAI, une formation. Pour certains, ils acceptent et adhèrent à un suivi, AED, CMP, CMPP, hôpital de jour, CESAD-ITEP ou en libéral. Et pour d'autres, ils intègrent une structure médico-sociale de type ITEP ou EME. Et enfin, pour d'autres encore, parce que la traversée de l'adolescence ne le nécessite plus, aucune orientation s'avère nécessaire. Il va de soi que certains n'en sont pas encore là et restent fixés sur leur « je préférerais pas » ou dans leur passage à l'acte. Pour conclure mon propos, que dire sinon faire l'hypothèse que d'en passer par le groupe, mais pas n'importe quel groupe, semble chez certains adolescents dits en difficulté multiples faire émerger une demande, un désir, mais pas que. Je dirais qu'il permet en fait le renoncement à une individualité dans laquelle ils étaient prisonniers et l'émergence d'un sujet inscrit dans le lien social. Voilà, j'ai essayé de témoigner d'une pratique qui ne fait pas résistance en se lançant dans de grandes batailles, mais qui essaie de contourner et subvertir le système. Je vous remercie.